Bonjour à tous. Excusez-moi, j'ai plus de voix. Est-ce que je pourrais avoir un peu d'eau, s'il vous plaît? Ah, merci beaucoup. Merci. On peut applaudir quand même, parce qu'il m'a apporté de l'eau. J'ai pris une trop grosse bouchée. Bon, faut y aller, mais pourquoi est-ce que je fais tout ce sketch-là? Pourquoi est-ce que je prétends avoir soif? Et puis on m'amène un sandwich qui, bon, en réalité, m'a donné encore plus soif qu'avant. À quoi ça sert? Bon, c'est pour vous expliquer que, en mangeant une bouchée de ce sandwich, eh bien, j'ai en réalité mangé plus de 100 litres d'eau. Et là, je ne parle que d'une seule bouchée. 100 litres d'eau pour 10 secondes de plaisir. Ça vous paraît beaucoup? Bah, ouais, c'est pas mal. 100 litres d'eau, c'est l'équivalent d'une douche de 5 minutes, mais en 10 secondes. Et si je fais le calcul, avec 3 repas par jour, bon, sachant que moi, je mange de la viande et je suis passionnée d'œnologie, bon, je bois du vin, quoi, eh bien, nous mangeons entre 2000 et 5000 litres d'eau par jour. Ouais. Nous mangeons, virtuellement, jusqu'à 5000 litres d'eau par jour. Et c'est tellement énorme qu'on se demande pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas plus. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. En fait, il y a plusieurs raisons à ça, mais une des principales raisons au fait que ce sujet est mal connu, c'est parce qu'on n'a jamais compté l'eau. On n'a jamais compté l'eau parce que jusqu'à récemment, en fait, on avait de l'eau. Enfin, en tout cas, les pays riches, ils avaient de l'eau, et puis si parfois l'eau venait à manquer, on avait de l'argent pour aller la chercher. Et une deuxième grande raison, c'est qu'on n'a jamais compté l'eau parce qu'en fait, l'eau n'a pas de prix. L'eau, en fait, elle est globalement gratuite, au sens qu'elle n'est pas valorisée en fonction de sa rareté. Le prix de l'eau, en fait, ce sont les infrastructures qui permettent de l'acheminer, de la traiter, de l'assainir, etc. Et c'est tout. Et pour faire simple, en gros, 1 litre d'eau dans une région abondante dans le monde a en soi la même valeur qu'un litre d'eau qui vient d'une région où il y en a peu. Et cette absence de prix, c'est la raison, ou une des raisons pour laquelle on utilise globalement de l'eau un peu n'importe où et n'importe comment dans le monde. Et c'est pour ça qu'on continue à produire des avocats dans des régions, par exemple au Pérou, au Chili, au Maroc, alors que les ressources locales sont à sec. C'est pour ça que le coton, produit en Ouzbékistan, notamment pour alimenter la fast fashion, a réduit la mer d'Aral à néant. Et c'est pour ça que le Kenya continue à produire des fleurs exotiques qu'on peut retrouver dans tous nos magasins en Europe, alors même que les populations locales ont des difficultés d'accès à l'eau. Et c'est ça une des origines de la crise de l'eau dans le monde. Alors, il y a 14 ans, au début de ma thèse, je pensais avoir trouvé la bombe du siècle. Parce qu'à l'époque, on parlait déjà d'une crise humanitaire, évidemment, parce que 4 milliards de personnes dans le monde n'ont toujours pas accès à de l'eau potable facilement tous les jours. Et en plus de ça, l'eau sale reste encore la première cause de décès dans le monde parmi les enfants de moins de 10 ans. Mais là, je comprends que ce n'est pas seulement une crise humanitaire qu'on traverse, mais qu'une véritable crise économique va nous tomber dessus. Parce qu'en plus d'être essentielle à notre survie, l'eau est en fait aussi une matière première. Du coup, en partant de ce constat, je me suis spécialisée sur l'empreinte de l'eau. Et l'empreinte de l'eau, c'est ce que nous consommons tous les jours en ressources en eau. C'est comme l'empreinte carbone, le CO2, sauf que là, on parle d'eau, H2O. Alors, d'abord, notre empreinte, c'est notre eau du quotidien. En France, on en consomme environ 150 litres par jour, par personne. Alors, c'est de l'eau pour se doucher, pour tirer la chasse d'eau, pour arroser ses plantes, pour cuisiner, etc. Et puis, c'est bien sûr de l'eau que l'on boit. Et en somme, c'est de l'eau que l'on voit. J'avais un petit slide là-dessus. Voilà. Mais ces 150 litres ne représentent en fait qu'une infime partie de l'eau dont nous avons besoin chaque jour, parce que s'il faut produire de l'eau pour tout ce qu'on mange, il en faut aussi pour tous les objets du quotidien qu'on utilise, comme nos vêtements par exemple. En fait, presque 95% de notre empreinte eau quotidienne, c'est de l'eau virtuelle, c'est de l'eau cachée, c'est de l'eau que l'on ne voit pas. Vous l'avez compris, chaque jour en France, on consomme
entre 2000, enfin on mange entre 2000 et 5000 litres d'eau par jour. C'est un chiffre qui peut varier en fonction de ce que vous aimez manger. Ça, c'est un lundi soir un peu typique pour moi, en général que je me fais commander en plus, donc moi je fais rien de bien en termes de nouvelle économie et de climat, quoi. Et vous avez vu qu'il faut de l'eau pour le vin, pour la viande, mais il en faut aussi pour le vin, et il faut entre 70 litres et 150 litres d'eau pour produire un seul verre de vin. Ce qui, que nous soyons carnivores ou végétariens, fait de nous avant tout des animaux hydrovores. Voilà, le but de mon message, ce n'est surtout pas de culpabiliser. Parce qu'en soi, ce n'est pas grave d'utiliser de l'eau pour produire du vin ou même pour produire un bon morceau de viande. Sans eau, il n'y a pas de vie, et sans eau, il n'y a pas d'économie. Mais ce qui est grave, c'est quand tout le monde a besoin d'eau au même moment, qu'elle devient rare parce qu'on l'a gaspillée ou mal utilisée, et qu'il faut commencer à arbitrer entre les usages. Si l'eau vient à manquer, qui est prioritaire? Est-ce que c'est l'industriel qui produit des médicaments ou est-ce que c'est le fermier, par exemple, qui produit des salades? C'est pas évident. On a des réponses, mais c'est complexe. Et en fait, nous devons faire en sorte que chacun utilise la bonne eau, au bon moment, au bon endroit et pour le bon usage. Et c'est complètement faisable, mais il faut repenser notre économie et nos décisions de production en prenant en compte les ressources en eau. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on sait comment faire, et en plus d'un point de vue stratégique, on l'a déjà fait pour le carbone. Alors c'est en cours, c'est pas fini, mais ça fait 10 ans que les entreprises, elles se transforment pour intégrer la comptabilité du carbone. Ça fait 10 ans que les entreprises, elles ont mis en place une stratégie RSE pour le faire. Et on revient de loin, parce que, alors certains peuvent en témoigner dans la salle, et puis moi aussi, mais on est passé d'une situation où il y a 10 ans, la RSE, ça s'appelait le développement durable, c'était des équipes alors majoritairement féminines, j'en étais, souvent cachées parfois à la RH, à la com, au marketing, et qui étaient en vrai pas assez prises au sérieux. On est passé de ça à un monde où la RSE est intégrée à la stratégie et où, a priori, la performance de la RSE est intégrée dans la rémunération du COMEX. On ne dit pas que c'est forcément la folie, mais c'est déjà pas mal. Et il y a même, on en parlait hier soir, mais il y a même un gros changement de mentalité parce qu'il y a 10 ans, on pouvait encore entendre des choses en entreprise sur le climat, sur la RSE. Et puis depuis, il y a eu une espèce de MeToo qui s'est fait où ce qu'on disait à l'époque, on ne peut plus l'entendre aujourd'hui. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est le carbone qui est quand même pour beaucoup, même s'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Donc, en s'efforçant de s'inspirer du meilleur du carbone et d'éviter le pire des choses qui ont pu être faites, il faut qu'on recommence, qu'on fasse la même chose sur l'eau. Parce que compter l'eau, c'est la première étape pour comprendre, pour mesurer, pour réguler, pour sanctionner, pour allouer et puis pour enfin préserver nos ressources. Et tout est là-dedans, dans la méthodologie. Parce qu'autant, on est d'accord sur comment on doit compter le carbone, il y a une méthode officielle, autant sur l'eau, il y a encore plein de débats. Pour en faire simple, il y en a 3 grands encore aujourd'hui. D'abord, il y a celui du scope, comme pour le carbone, scope 1, scope 2, scope 3. Par exemple, pour une entreprise de cosmétiques, est-ce qu'on doit compter seulement l'eau qu'elle utilise dans ses usines ou est-ce qu'on doit aussi compter toute l'eau qui a servi à cultiver les matières premières qui vont être utilisées dans les produits? Et est-ce qu'on doit aller jusqu'à compter l'eau que vous utilisez chacun chez vous le matin en utilisant un shampoing, par exemple? Ensuite, il y a la question du type d'eau. Quand une vache broute de l'herbe, par exemple, est-ce qu'il faut qu'on compte l'eau de la pluie qui a fait pousser l'herbe et sans laquelle la vache, elle pourrait pas se nourrir? Et ensuite, il y a l'épineuse question de la consommation versus le prélèvement. Quand une entreprise ou une industrie prélève de l'eau avant de la rejeter, comme une centrale nucléaire, est-ce qu'on considère qu'elle a quand même utilisé de l'eau? Il y a plein de questions complexes, mais qui montrent que c'est pour ça que la régulation sur l'eau a encore du temps devant elle. Il y a 10 ans maintenant, j'avais créé un cabinet qui s'appelait Waterwiser, dont j'étais la directrice, la femme de ménage, la secrétaire, la consultante, etc. Et à l'époque, j'ai été reçue par beaucoup d'entreprises qui devaient être intriguées par le sujet. Mais aucune n'a réellement souhaité aller plus loin sur l'eau. Du coup, je suis partie en entreprise, j'ai passé 8 ans chez AXA. C'est très intéressant. Mais en 2022 et en 2023, on a eu 2 années de canicule extrêmement fortes qui ont remis l'eau devant la scène, alors la scène médiatique, mais aussi la scène des entreprises, le gouvernement. En 2023, il y a le plan eau qui est sorti. Et là, les entreprises ont compris que des arrêtés préfectoraux pouvaient les contraindre à interrompre leurs activités quand il n'y avait pas assez d'eau.
Du coup, en 2023, j'ai quitté AXA et j'ai recréé Waterwiser, qui maintenant trouve en fait son écho dans les grands groupes. Et c'est mon projet d'aider toutes les grandes entreprises qui sont en fait des acheteurs d'eau et des vendeurs d'eau dans le monde entier, d'eau virtuelle, à les aider à comprendre, à compter, tout ça pour pouvoir utiliser la bonne eau au bon endroit, au bon moment et pour le bon usage. Je finis par un fait troublant. L'eau est essentielle pour capturer le CO2. En fait, les sols et les arbres, ils capturent gratuitement pour nous 30% de nos émissions de CO2 annuellement. Gratuitement. Et c'est un élément complètement critique dans les scénarios du GIEC. Le problème, c'est qu'un sol sec ou un arbre sec ne peut plus capturer de CO2. Donc on a un problème de logique. Nous devons résoudre le problème de l'eau avant, ou en tout cas en parallèle de celui du CO2, sinon aucun des scénarios auxquels on s'attelle ne peut tenir. Et quand on y pense, c'est fou, parce qu'on est capable de créer des systèmes et des institutions extrêmement complexes pour gouverner le pétrole, le charbon, l'or, les émissions de CO2. Mais l'eau a été complètement oubliée de l'équation. Donc ça coule de source qu'il faut se jeter à l'eau et tout faire pour la protéger. Et du coup, je vais filer la métaphore jusqu'au bout et je vais lever mon sandwich à un avenir plus radieux dans lequel on pourra tous continuer à trinquer ensemble.